Bonjour à tous, bienvenue sur ANews Sécurité pour une émission portant sur la sécurité, sérénité pour les collaborateurs et les clients au sein d'organisations. Alors, nous avons forcément tous un rôle à jouer en ce sens. Comment apporter cette sérénité auprès de nos collaborateurs pour leurs déplacements, mais également leurs trajets professionnels et personnels. Comment prévenir toute atteinte à la personne au sein de son établissement, mais également à l'extérieur de l'établissement. Comment fournir un bon cadre de vie professionnel au travail, comment mieux protéger. Ce sont ces sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Et pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui comme invité Yoni Dayan, bonjour. Bonjour. Alors Yoni, vous êtes président fondateur du groupe Simplicicar et nous allons expliquer ce qu'est Simplicicar tout à l'heure. Bertin Nutz, bonjour. Enchanté. Bonjour. Alors Bertin, vous êtes actuellement directeur sécurité sûreté d'un grand établissement de luxe et puis on va aussi revenir un petit peu sur votre carrière avant d'avoir pris ces fonctions. Et puis David Anselem, bonjour. Bonsoir. Alors David, vous êtes déjà venu sur ce plateau pour d'autres émissions. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur général de GGIP Sécurité et vous venez aujourd'hui sur ce plateau pour parler tout particulièrement d'une application qu'on appelle Helpus et on va expliquer à quoi sert cette application. Alors, comme je le disais, voilà comment aujourd'hui, on le voit au travers de l'actualité, pouvoir mieux protéger. On est tous, forcément, on a tous un rôle à jouer pour pouvoir mieux prévenir les incivilités, les agressions potentielles de nos collaborateurs. Je rappelle quelques chiffres au niveau des agressions physiques, verbales et incivilités qui ne cessent de progresser. En 2023, une hausse de 12% en termes d'incivilité, plus de 17%, agression physique, plus 13%, agression comportementale, plus 17%. Bertin, je le disais, vous avez été commandant divisionnaire de la police nationale pendant plus de 36 ans. Vous êtes encore très jeune. Tout à fait, merci beaucoup. Jusqu'en novembre 2023, vous avez embrassé cette carrière. Je parle de chiffres, vous les connaissez par cœur. Que pouvez-vous nous dire sur l'évolution de ces chiffres et ce que vous avez constaté vous-même ? Vous avez raison et vous venez d'évoquer un instant les chiffres. C'est vrai que ce sont des chiffres qui petit à petit ont augmenté durant les 30 dernières années. Et donc nous avons été confrontés, la police nationale et évidemment également la gendarmerie nationale, nous avons dû combattre cette délinquance, cette montée de la délinquance. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, puisque la thématique est de comment contribuer à la sécurité, à la sérénité de chaque collaborateur 24 heures sur 24, c'est un sujet effectivement d'actualité, c'est un sujet brûlant. Sur ces chiffres qui augmentent, effectivement, la méthodologie, parce qu'il y a une méthodologie, elle est à la fois simple et elle est à la fois complexe. C'est-à-dire qu'il faut apporter des réponses à la population, il faut rassurer la population et il faut mettre en place des schémas qui soient pertinents et qui soient surtout efficaces. Alors ce qui est intéressant en préambule, ce que je voudrais dire, c'est que vous parlez de la sécurité et de la sérénité. Il y a une chose qui est essentielle, c'est que lorsqu'on prend la définition du Larousse concernant la sécurité, il est dit que la sécurité, c'est la situation dans laquelle quelqu'un est exposé, ou quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque en particulier d'agression physique. Et la sérénité, la définition même, c'est un état de calme, de tranquillité, de confiance sur le plan moral. Et on parle d'ailleurs de perception, et on parle à juste titre de sérénité de l'esprit. Ce qui revient à dire que la sécurité produit de la sérénité. Et c'est vraiment essentiel. Ouais. Merci beaucoup pour cette introduction et de pouvoir effectivement relier ces mots qui sont indissociables quelque part. Yoni, je le disais, vous êtes président fondateur du groupe Simplicicar. Qu'est-ce que Simplicicar ? Simplicicar, c'est un réseau d'agences automobiles. On parle de confiance, on parle de sécurité. Nous, c'est un peu notre métier de tous les jours. On a un groupement de plus de 100 points de vente en France, en Belgique et un peu dans les dom-toms. Et l'idée, c'est de rassurer les clients qui veulent vendre leur véhicule, de les accompagner dans cette vente-là. On sait que c'est fastidieux, il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup d'insécurité, il y a du carjacking, il y a du homejacking, il y a beaucoup de choses qui existent.
Et on a une appétence assez premium, et justement, ça rejoint un petit peu tous ces problèmes de sécurité, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi des clients qui veulent un petit peu avoir cet anonymat quand ils ont des véhicules de luxe, des véhicules premium, et qui ne veulent pas passer par le simple particulier, de peur qu'ils aient leur adresse, des peurs qu'on les reconnaisse. Donc on est cet agent-là qui va gérer cette vente-là pour ce type de client. Est-ce que vous avez pu noter au cours de votre carrière d'une augmentation de différents actes, finalement, de violence, ou bien c'est assez stable pour vous dans votre secteur d'activité? Dans mon secteur, en termes de sécurité, c'est beaucoup plus stable parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place, il y a des outils comme les cashcams, les caméras qui sont intégrées au véhicule. Les personnes font de plus en plus attention. Et puis après, on a toute l'idée des alarmes à la maison, de tout ce qui est sécurité. Et puis l'application aussi, aujourd'hui, qu'on parlera tout à l'heure avec David, qui est importante, puisque justement, ça rejoint aussi cette idée d'avoir une sécurité, mais pas que de l'avoir à la maison, pas que de l'avoir dans mon lieu de travail, de l'avoir dans la poche. Et ça, je pense que c'est essentiel aujourd'hui parce que, en fait, le danger vient de partout. Il vient de mon entourage, il vient de personnes mal intentionnées, ils viennent des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on expose notre vie sur les réseaux sociaux. Quand on est chef d'entreprise, ça fait partie du jeu. On a besoin de communiquer, on est public aujourd'hui, mais malheureusement, en termes de sécurité, des fois, il y a des personnes mal intentionnées qui vont vouloir nous suivre, et puis sur les réseaux, ça va très vite. Parce que ces véhicules d'occasion, finalement, on les retrouve aussi sur un site internet. Donc parfois, on n'a pas forcément connaissance de la personne qui est derrière. Tout à fait, mais par l'outil social du véhicule, il suffit que ce soit une Porsche, une Mercedes, une Audi ou un certain montant du véhicule, on sait qu'on va accéder à des personnes qui ont les moyens et la vulnérabilité de ces personnes-là qui sont recherchées pour être cambriolées, pour être card-checkées et puis plus loin, mais bon, on ne va pas non plus tout dramatiser, être enlevé pour des rançons, des choses comme ça, mais ça part toujours par un signe extérieur de richesse. On connaît aujourd'hui ce qui s'est passé et ce qui se passe encore avec les montres de luxe, où les personnes se font arracher leurs montres de luxe et des fois, quand c'est des montres très 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 haut de gamme, les personnes sont suivies, sont chez eux et puis ça commence par une montre et ça finit par la maison, par une séquestration. Donc malheureusement aujourd'hui, beaucoup de choses se passent et ça fait de plus en plus peur en effet. Alors, vous avez dit sans point de vente, sans agence. Est-ce qu'on peut dire que dans certains secteurs géographiques, ces enjeux sont encore plus prégnants ou bien finalement, quel que soit l'espace géographique, le site géographique donné, on est à peu près sur les mêmes tendances? Non, il est évident que selon la région, le département, et puis on le voit tout simplement, demain vous voulez assurer un véhicule, il y a des régions où vous allez payer beaucoup plus cher, un département, une ville, et même des villes mitoyennes, parce que justement il y a de la sinistralité, qui dit sinistralité dit danger, et oui, évidemment il y a des points de vente qui sont un peu plus susceptibles d'avoir des soucis, mais bon, on est assez sécurisé, on a pas mal d'outils, et puis on en parlera tout à l'heure, on est en train de déployer un nouvel outil aussi. Voilà. Alors, vous l'avez bien exprimé, ça c'est par rapport aux clients, finalement, tout ce que vous avez mis en place, mais vous le dites aussi, pas que les clients, les collaborateurs également. Aujourd'hui, les collaborateurs, parce qu'on se fait suivre, parce qu'on veut avoir des informations, parce que... Voilà, malheureusement, on est rentré dans un système où on a peur un petit peu de tout, qui rentre chez nous, qui nous suit, qui rentre dans notre travail. Nous, on a un métier qui est sédentaire, donc c'est facile de nous identifier, de nous isoler. Donc oui, aussi nos collaborateurs, puisque quand on a 100 points de vente avec en moyenne 5 personnes par point de vente, ça fait tout de suite 500 personnes. Donc on devient un groupe important à notre niveau et on a besoin évidemment de sécuriser plusieurs points de ce groupe. Merci beaucoup Yoni. Alors avant de parler effectivement de cette application que vous utilisez, vous êtes vraiment partie prenante aujourd'hui sur ce développement et cette utilisation de l'application. Bertin, je reviens vers vous. On l'a vu, vous avez un beau parcours dans la police nationale, alors sur différents services, je ne sais pas si vous voulez revenir dessus, mais bon voilà, un très beau parcours. Vous avez commencé une nouvelle carrière, une seconde vie, il y a un an, tout juste un an, je crois, d'ailleurs, en tant que directeur sécurité-sûreté d'un grand établissement de luxe, comme je le disais.
qu'est-ce qu'on y trouve dans un établissement de luxe en termes d'incivilité? Eh bien, un établissement de luxe en termes d'incivilité, notamment le nôtre, où nous sommes proches d'une artère, d'une grande artère, on trouve, c'est une micro-société, on trouve un petit peu toutes les choses que l'on peut voir un peu partout, c'est-à-dire qu'on a des fois des jeunes gens, on a une population turbulente, alors ça peut être des jeunes gens qui viennent, qui essayent de rentrer chez nous pour profiter un petit peu de l'établissement, ça peut être aussi des gens qui ont vu une vedette, quelqu'un du showbiz et qui sont intéressés à aller l'embêter ou alors tout simplement à lui demander des autographes. Ça peut être toutes sortes de choses. Nous avons aussi des gens qui parfois ont un comportement totalement déviant, des gens qui viennent de manière tout à fait spontanée et qui viennent pour chercher des ennuis. Donc en fait, il faut toujours être prêt, il faut toujours faire preuve de réactivité, puis il faut être dans l'anticipation. Et ce qui est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut que l'on prépare nos collaborateurs, à la fois les salariés, à la fois les agents de sécurité qui participent à la sécurité. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit. Parce que la sécurité, évidemment, c'est une coproduction. Tout le monde doit participer à la sécurité. Et nous faisons actuellement des actions, et nous allons en faire de plus en plus, pour préparer les personnes. Et tout type de collaborateurs et de salariés au sein d'un établissement de luxe, finalement, même des personnes qui n'ont rien à voir avec le domaine. Bien sûr, parce que, je le dis souvent, lorsque nous avons des nouveaux collaborateurs, je leur explique que si ils ont même le simple ressenti qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe et qu'ils sont témoins d'une scène, il faut qu'ils nous préviennent de telle sorte qu'on puisse nous-mêmes vérifier si effectivement il y a une menace, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit tout à fait supposée. Mais ce qui est très important, surtout dans notre société actuelle où on doit faire face à des défis absolument terrifiants, et nous sommes toujours d'ailleurs en plan alerte attentat, il faut que chaque personne ait conscience que tout peut arriver à tout moment, sans pour autant tomber dans une espèce de psychose. Et ne pas agir, mais au moins être prévenant et savoir alerter les bonnes personnes lorsqu'il arrive. Exactement. Et ensuite, nous avons une grille de lecture. Et si vraiment nous avons le sentiment qu'il se passe quelque chose, nous faisons nous-mêmes appel à mes anciens collègues. Et puis, de telle sorte que... ce qui est nécessaire, c'est qu'il n'y ait pas un risque supplémentaire et qu'il n'y ait pas une action qui puisse se produire. Nous faisons tout pour l'éviter. Alors justement, on parlait de sérénité dans ce type d'établissement. Il faut justement encore plus que jamais donner ce sentiment de sérénité, je présume, et surtout ne pas trop montrer la sécurité, mais davantage être sur la sérénité. C'est vrai, c'est parfois un peu délicat, c'est-à-dire que... De la sécurité, il en faut, mais il ne faut pas qu'on soit trop présent, trop visible, parce que dans ce type d'établissement, le luxe, c'est quelque chose de particulier. On aime la discrétion, mais d'un autre côté, nous vivons dans une époque où, effectivement, petit à petit, je me rends compte que même les VIP, même les personnes très importantes, réclament de la sécurité et se sentent bien lorsqu'il y a autour d'elles des schémas qui leur permettent de s'épanouir. À ce sujet, Bertin, en fonction aussi des nationalités, des personnes qui sont habituées dans leur propre pays à avoir justement ces dispositifs de sécurité, ils sont peut-être aussi plus demandeurs ? Oui, j'ai envie de dire qu'il y a certaines nationalités qui demandent plus de sécurité. Je vais immédiatement, je pense, aux États-Unis, puisque c'est un pays qui a connu beaucoup de problématiques. D'autres pays aussi. Et petit à petit, même l'Europe... qui connaît de grands problèmes, demande de plus en plus de sécurité. Et la sécurité n'est plus un problème aujourd'hui. La sécurité, effectivement, c'est une demande de plus en plus claire et qui doit être cohérente. Alors, cette vision 360 degrés que vous avez eue de par votre passé vous a permis effectivement tout de suite de pouvoir mettre en place, alors il y avait déjà des dispositifs de mise en place, mais d'aller peut-être aussi de par l'évolution de certaines incivilités, aller peut-être un peu plus loin sur des dispositifs d'alerte ? Alors, vous savez, moi je pense que dans la sécurité, comme ailleurs, il faut parfois faire preuve d'imagination. Parce que finalement, la méthodologie et le diagnostic, on le connaît. Mais parfois, il faut inventer de nouveaux process. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il faut créer
une politique, un écosystème, j'appelle ça un écosystème sécuritaire. C'est-à-dire que tout à l'heure j'ai parlé de coproduction, mais il faut élargir la sécurité. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez dans un établissement bien particulier, vous ne pouvez pas faire de la sécurité tout seul, juste avec vos agents. Il faut que vous vous appuyez sur les services étatiques. Et il est nécessaire, et je pense qu'on ne peut pas passer à côté, il est nécessaire de créer du lien avec les services de police, avec les services de gendarmerie, avec les sapeurs-pompiers, tous les services. On est sur le continuum. Tous les services qui participent clairement à la sécurité d'un établissement ou d'un lieu dit, il faut les connaître. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas envoyer qu'un seul mail, il faut aller à leur rencontre, il faut discuter, il faut dialoguer, il faut leur expliquer quel est votre métier, il faut leur faire visiter aussi l'établissement, de telle sorte que si un jour il y a un véritable incident, ils puissent intervenir immédiatement et qu'ils puissent prendre toutes les mesures nécessaires. Donc on l'a vu, la sensibilisation par rapport à l'ensemble du personnel, la coopération auprès de l'ensemble des acteurs concernés, qu'ils soient publics ou privés, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs d'alerte? Alors je sais que vous ne pouvez pas tout évoquer, c'est vrai. mais certaines choses par rapport notamment à l'émission d'aujourd'hui qui permettent d'être très réactifs. Eh bien, il y a une petite chose dont je peux vous parler, c'est que ce qui est vraiment pertinent, je pense aujourd'hui, c'est de mettre en place des ateliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certaines sociétés aujourd'hui qui le font, la SNCF, la RATP, toutes les grandes boîtes le font, mais on peut aussi décliner ça dans les établissements. C'est-à-dire on fait un atelier sur les agressions, sur les incivilités, sur les grossièretés, comment répondre à un individu qui est grossier, comment répondre à un individu qui est ivre ou qui visiblement a consommé des substances nocives. Eh bien, lorsque vous préparez, que vous mettez en condition les agents et les salariés, je peux vous garantir que lorsqu'il y a ce type d'incident, ils ont déjà des clés pour y répondre. Et si vraiment ils ne peuvent pas y répondre, ils vont s'en aller, parce qu'on leur apprend aussi à quitter les lieux. Parce que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir discuter, dialoguer et essayer de convaincre, mais ce qui est aussi important, c'est parfois de quitter les lieux et de s'en aller, de telle sorte qu'on ne reste pas dans une confrontation avec un individu qui potentiellement peut être violent. Mais ça s'apprend aussi, ce sont des techniques. Bien sûr, bien sûr. Donc finalement, c'est une question que j'allais vous poser, mais doucement on y vient. C'est-à-dire qu'au départ, on est parti là encore sur le diagnostic et l'anticipation par rapport à d'éventuelles agressions ou incivilités de la part des clients. Mais ça veut dire aussi que le personnel peut aussi être agressé finalement quelque part. Le personnel peut être agressé. Et que ces sensibilisations, ces formations les aident également? Tout à fait. Ces sensibilisations, ces formations les aident énormément. Et petit à petit, je me rends compte que les gens sont demandeurs aussi de ce type de formation parce que c'est un outil aussi pour permettre de faire retomber la pression et pour travailler dans des conditions qui soient à peu près sereines. Donc c'est très important. Des outils qui permettent d'alerter si vraiment la personne est agressée physiquement ou... Si vraiment nous sommes face à une agression physique, là il n'y a pas de question à se poser. On appelle immédiatement la police nationale. Je vais vous donner un cas concret. Un jour nous avons été témoins d'une agression. C'était un couple qui s'était rendu chez nous. Un monsieur avait agressé une dame. Et dans ces cas-là, immédiatement on fait appel aux forces de l'ordre puisqu'on ne peut pas laisser prospérer un délit. De même, on ne peut pas laisser prospérer des incivilités. C'est-à-dire qu'il faut avoir une réponse qui soit polie, qui soit argumentée, mais il faut toujours que ce soit une réponse qui soit ferme. Il y a une chose qui est cohérente, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas une infraction prospérer, on ne laisse pas des individus prendre le lead dans un endroit donné. C'est ça. Alors David, je me tourne vers vous. David, ces sujets, vous les connaissez bien et puis vous les avez tellement pris à bras le corps que vous avez essayé d'imaginer une solution qui puisse répondre dans des cas précis. Alors je rappelle, vous êtes entrepreneur depuis plus de 20 ans, vous avez créé il y a plus de 20 ans GEGIP Sécurité, qui conçoit, développe, met en œuvre des solutions globales de sécurité privée. Et puis il y a quelque temps, vous est venue cette idée de concevoir une application qui s'appelle Helpus. Pourquoi cette idée? Comment c'est venu? Alors, cette idée est venue tout simplement par un constat, mais on a tous le même constat ici, évidemment. L'augmentation des agressions, des incivilités, et j'ai envie de dire,
pas uniquement que ça, également aussi des problématiques d'accidents, de malaise. Et en fait, la façon dont on va pouvoir alerter les forces de l'ordre, comme disait monsieur, est différente par rapport à la situation. C'est-à-dire que, évidemment, quand on commence à avoir une agression qui monte, prendre son téléphone, composer un numéro, parler, échanger avec quelqu'un au bout du fil des forces de l'ordre, et même se situer quand on est à l'extérieur, c'est pas évident du tout et ça prend du temps. Et donc, il y a on a regardé, on a analysé, il y a des enquêtes qui sont menées régulièrement, qui s'appellent enquête cadre de vie et sécurité, qui a été menée par l'Ipsos en 2022, qui remontait effectivement, suite à cette enquête, que 76% des personnes interrogées disaient qu'effectivement, ils ont eu dans l'année à être victimes ou un proche à être victime de ce genre de soucis, mais n'ont pas pu, vu la situation, pouvoir faire appel aux forces de l'ordre parce que c'était compliqué, long, et en même temps, ça pouvait aussi accélérer l'agression. Parce qu'évidemment, si l'agresseur voit que la personne appelle les forces de l'ordre, évidemment, ça va pas bien se passer. Parce que là, on est dans un cas complètement différent. Là, on est dans l'enceinte d'un établissement, alors que là, vous pouvez vous trouver complètement à l'extérieur, n'importe où. Exactement. Et donc, au vu aussi également des problématiques qu'on rencontre dans le milieu de la sécurité par rapport à mon entreprise GEGIP Sécurité, on a vu qu'il y avait une augmentation importante et qu'aujourd'hui, les agressions étaient de plus en plus violentes. Et que la première chose à faire dans ces cas-là, c'est évidemment tout faire, comme disait monsieur, pour éviter que ça dégénère, mais évidemment, il faut impérativement appeler les secours rapidement et de manière la plus discrète possible. Et cette application a été conçue de cette manière-là. Donc elle a plusieurs fonctions que je détaillerai après. Évidemment, l'idée, c'est de pouvoir se protéger, mais aussi éventuellement d'intervenir pour protéger les autres. Et de pouvoir éventuellement être témoin grâce à une touche spécifique de l'application qui permet, quand vous assistez à une agression, de pouvoir vous-même aider les autres et porter assistance à une personne qui serait en danger de manière sécurisée et discrète. Donc à partir du moment où on a cette application, finalement, ça nous sert à nous, mais ça peut servir aussi à d'autres personnes. C'est une sorte de communauté, finalement, qui va se créer autour de cette application. Tout à fait. Et cette communauté est gérée par des vrais professionnels de la sécurité, parce que c'est bien d'envoyer des alertes, mais il faut qu'elles arrivent quelque part. Et donc elles arrivent où, ces alertes? Alors elles arrivent dans notre centrale de sécurité privée, agréée par le CNAPS, évidemment. Que vous aviez déjà. Et qu'on avait déjà, parce qu'on est, nous, depuis maintenant 10 ans, on est opérateur dans les services de téléassistance pour les travailleurs isolés. Donc c'est un peu assez similaire, sauf que là, ils ont des devices, forcément, des outils qui leur permettent de mesurer aussi des technologies un peu plus élaborées, parce que là, il faut avoir un outil sur soi qui permet de mesurer les chutes, les immobilités, pour détecter les personnes qui auraient un malaise ou feraient une chute. Donc là, effectivement, nous, on fait ça depuis une dizaine d'années, donc on a des agents qui portent assistance à ces personnes-là dans de très grandes entreprises. On travaille avec beaucoup de très grandes entreprises en France, et on s'est dit, pourquoi pas faire ça également pour le tout à chacun, pour les particuliers en règle générale. Évidemment, le meilleur device pour le particulier, c'est le téléphone portable. Parce que tout le monde l'a à portée de main, et j'ai même envie de dire, tout le monde l'a dans la main. Quand vous regardez dans la rue, vous avez 3/4 des personnes qui l'ont déjà en main. Donc effectivement, appuyer sur un bouton de manière discrète, quand on a déjà l'appareil en main, c'est très facile. Donc on est sur une application, on déclenche en cliquant sur l'application, tout simplement. Ce peut être du son et de l'image. Alors, l'opérateur reçoit instantanément une alerte, il va ouvrir cette alerte, de là va apparaître évidemment la géolocalisation, parce que là on situe exactement où est l'incident, et immédiatement le son environnant. Donc il entend tout ce qui se passe à distance. Et comme nos opérateurs sont formés pour déceler justement les problématiques suivant le retour sonore, ils vont tout de suite détecter le problème. L'image est évidemment possible, mais ça demande quand même un deuxième appui, parce que c'est obligatoire. La CNIL ne voulait pas que les caméras se déclenchent toutes seules. Il faut qu'il y ait un deuxième appui de la personne pour éventuellement déclencher la caméra soit vers lui si c'est une agression vers lui, donc SOS, ou soit vers l'extérieur si c'est le mode témoin, évidemment pour filmer la scène qui est à proximité. Et donc de là, les opérateurs ont le son, la géolocalisation et éventuellement l'image. Avec tous ces éléments-là, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir alerter les forces de l'ordre. Et ce qui est justement intéressant, vous avez évoqué, David, de la CNIL, c'est-à-dire que ça a été finalement accepté, parce qu'on a toujours cette question, c'est le droit à la vie personnelle, en fait. Et donc, comme c'est une communauté, c'est une démarche personnelle, ça ne va pas aller atteindre à la liberté d'une autre personne qui n'aurait pas cette application. Ça vient d'une démarche personnelle. Donc là, du coup, vous êtes dans le cadre de la loi complètement... En plus, évidemment, toutes ces images, tout ce qui remonte ne peut pas être diffusé par la personne qui prend l'image. Ça reste chez nous
que chez nous. Et c'est effacé au bout d'un certain nombre de temps, comme la loi l'exige. Chose importante aussi, c'est que nous, ces enregistrements-là, on les met à disposition de la justice en cas de besoin. Il y a plein de cas qu'on a commencé. C'est recevable. C'est recevable parce que c'est fait par un organisme extérieur agréé. Donc à partir de là, c'est recevable. Je prends le cas par exemple des violences faites aux femmes. On travaille avec des associations qui justement cherchent ce genre d'outils pour avoir un système d'alerte rapide, efficace et également des éléments de preuve pour l'après-agression que nous, on peut remettre sur demande de réquisition. On remet tout à fait ces éléments-là. Donc ça c'est un outil assez pratique. Et également, les forces de l'ordre reçoivent technologiquement, dès qu'il y a une alerte, un lien. Et les forces de l'ordre vont eux-mêmes avoir les mêmes informations que nos opérateurs en direct. Donc, ce qui leur permet d'avoir tous les outils et tous les éléments sous les yeux pour pouvoir faire intervenir de manière le plus rapide et le plus efficacement leurs effectifs. Alors, ce qui est intéressant, vous avez beaucoup parlé du particulier, du citoyen, finalement, mais tout citoyen appartient à une organisation, qu'elle soit publique ou privée, et vous avez commencé à évoquer les associations, mais il y a aussi bien d'autres acteurs que vous démarchez quelque part aujourd'hui, parce que l'idée, c'est qu'il y ait, comme il y a les flottes automobiles, qu'il y ait une flotte finalement d'applications qui soit remise aux collaborateurs d'une organisation, c'est bien ça? Tout à fait. On commence, comme je vous le disais tout à l'heure, on travaille avec pas mal de clients de grandes entreprises à qui, évidemment, on a parlé de cette nouveauté que nous avons sortie il y a peu de temps. Et ils ont été très intéressés pour la sécurité et la sérénité de leurs collaborateurs, mais pas seulement sur le lieu de travail, parce que comme disait monsieur, tout le monde a ces dispositifs qui sont déjà là, mais également en dehors du travail. Et j'ai quelques clients qui m'ont dit effectivement qu'ils avaient constaté de fortes augmentations des agressions dans les trajets domicile-travail. Évidemment, ça apporte pas mal de soucis dans les grands groupes d'avoir cette augmentation-là. Et donc, pour pouvoir participer à leur sécurité de manière en 24 heures sur 24, ils sont très intéressés pour offrir l'application à tous leurs collaborateurs. Alors, augmentation liée peut-être là encore à des lieux géographiques, mais aussi liée à des secteurs d'activité. Alors c'est lié plus à des secteurs géographiques et aussi à des horaires. Moi j'ai un client où les gens commencent très tard, très tôt le matin et finissent très tard le soir, donc à des heures où évidemment c'est plus propice à des problématiques de sécurité, où il fait plus sombre, et évidemment qui sont souvent, c'est des entrepôts qui sont souvent en périphérie des villes, et où effectivement il y a des problématiques de sécurité plus importantes. Et voilà, donc plus de danger entre guillemets, ou de risque du moins. Yoni, alors on le disait tout à l'heure, et vous l'avez rappelé, cette application, vous avez tout de suite trouvé un véritable intérêt. Expliquez-nous. Tout simplement, c'est qu'on se dit que c'est un peu comme tout dans la vie. Tant que vous n'avez pas le problème, vous n'y pensez pas. J'ai eu la chance de rencontrer David par rapport à l'application et par rapport aussi à l'accompagnement de sa structure. Et on a discuté. Et puis, alors, à savoir qu'on est en phase de test. Pour l'instant, c'est une phase de test. Mais comme on disait avec David, une phase de test sur un produit comme ça, c'est compliqué, parce que tant qu'il n'y a pas de problème, on ne peut pas savoir si le produit marche, mais on sait, on est convaincu. Ça fait combien de temps que vous le testez ? Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. À partir de décembre, on a commencé à le tester. Très vite accepté par l'ensemble des collaborateurs ? C'est toujours surprenant au début de dire à un collaborateur tiens, une application qui va te permettre de te sécuriser, alors qu'il n'y a jamais eu de réel problème. Mais c'est toujours... Et puis après, on leur explique que c'est toujours une sécurité, que ce soit pour eux, mais aussi pour leur famille, parce que demain, il peut avoir un enfant qui rentre de l'école, un voisin qui se fait agresser. Il y a plein de possibilités où n'importe quel citoyen en France, vous avez quand même entre les mains une application qui vous permet de déclencher une alerte pour qui que ce soit autour de vous. Donc, vous avez une application, mais qui peut servir à plein de choses. Vous êtes dans le métro, vous êtes dans le train. On voit en plus aujourd'hui, encore une fois, je reviens dessus, mais cette montée des réseaux sociaux qui va aussi augmenter la façon de faire des choses. On voit des gens se faire agresser dans le métro et des personnes filmées en rigolant. Il y a des choses où c'est de plus en plus public. Avec ce type d'application, on espère qu'à un moment donné, tout ça se réduit, que ça aille plus vite et que l'information arrive aux forces de l'ordre, comme vous le disiez tout à l'heure, plus rapidement et sévir à tout ça. Donc vous êtes vraiment là dans l'anticipation, voir comment ça fonctionne, quelle est la prise en main, comment il l'utilise et l'appréhende. Pour demain, on parlait de sérénité, être davantage finalement dans cette sérénité, de se dire je finis tard, mes enfants s'ils l'utilisent également, je suis tranquille parce que je sais qu'à tout moment ils peuvent alerter s'il y a le moindre incident. C'est bien ça ? Tout à fait, c'est la sérénité personnelle mais la sérénité aussi de notre entourage.
Je ferai une petite parabole qui est drôle, c'est que souvent, quand on voit des VIP, comme vous disiez tout à l'heure, ils arrivent avec comment on appelle ça, des gardes du corps qui font 2 mètres de hauteur, qui sont, alors qu'on sait que réellement dans la sécurité, ce sont pas, alors c'est pas les plus efficaces. Vous pouvez avoir quelqu'un surentraîné, mais le fait d'avoir comme ça autour de soi pour des VIP 2 personnes qui vont les encadrer, qui sont physiquement impressionnantes, qui sont réellement là. En fait, ça va justement rassurer déjà les personnes qui vont les employer et autour peut-être aussi se dire, voilà, il y a des personnes qui font quand même vachement peur et on va avoir peur de les appréhender. Cette application, elle est aussi là pour se dire, je l'ai dans ma poche, c'est ma sécurité à moi, c'est ma petite application sur laquelle je peux cliquer si j'ai un souci. Et je pense que ça nous rend beaucoup plus serein. Après, il faut faire aussi attention parce que ça reste une application, ça reste du digital. C'est pas un outil qui va faire qu'on va pas regarder aussi à l'heure où on va rentrer dans notre parking, s'il y a quelqu'un derrière nous. Il y a quand même des attentions à être prévoyant. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, et avoir aussi cette avancée de se dire, ça va pas tout faire, tout à fait. Bertin, vous découvrez ? Oui, mais je trouve que les discours de Yoni et David sont éclairants parce que je pense qu'on est à l'aube d'une révolution en termes de sécurité, puisqu'on utilise à la fois, on va utiliser l'intelligence artificielle, on utilise déjà ces procédés que vient d'évoquer David et Yoni, et je trouve que finalement, ça participe à l'augmentation de la sécurité pour le citoyen, et c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ça va peut-être permettre... On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais ça participera de manière éclairante et évidente ce combat que nous menons contre l'insécurité et contre les violences. Merci beaucoup Bertin, merci. Un dernier mot pour conclure David. Alors vous êtes au tout début je crois de la commercialisation de cette application, vous êtes passé, c'est normal, par la partie test. Il a fallu du temps déjà pour développer, ça prend énormément de temps. Le modèle économique, je crois que c'est un abonnement, c'est ça ? Tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. Comme vous le disiez, ça a déjà pris du temps, parce que sur ce type d'application, dès qu'on touche à la sécurité des personnes, on ne peut pas se permettre d'avoir une application qui ait le moindre souci. Et donc, il a fallu passer par des phases de test. Et des certifications. Et des certifications, phases de test, phases d'essai aussi. On a eu des UX qui ont essayé, on a fait des retours, on a regardé, on a amélioré. Voilà, l'idée, c'était vraiment de rendre En fait, il fallait que cette application soit efficace, et surtout, comment dire, très simple, voilà, simple et très efficace. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, de façon à ce qu'elle puisse rendre vraiment de grands services. Et ensuite, comme vous le disiez, effectivement, on commence la phase de commercialisation, maintenant que les tests sont terminés, et on commence à avoir déjà un engouement important, parce qu'effectivement, c'est un système d'abonnement, mais un système d'abonnement à un coût très modique. Alors, on revendique d'être payant, parce que je sais qu'il existe des applications qui sont gratuites. Nous, on veut être payant parce qu'on veut pouvoir financer ce service de sécurité privé derrière, parce que c'est des gens qui travaillent et qui évidemment sont payés, donc c'est normal que ça soit financé. Parce que les applications qui envoient des alertes vers rien, ou vers des particuliers, c'est compliqué, parce qu'évidemment, un particulier n'a pas la même façon d'agir qu'un professionnel agréé. Aujourd'hui, un particulier, normalement, n'est pas en mesure de pouvoir faire appel aux forces de l'ordre via un système électronique à distance, parce que pour ça, il faut un agrément pour le faire. Donc déjà, c'est un peu compliqué pour lui, et en plus, on va dire, vis-à-vis de la loi, c'est pas totalement réglo. Donc c'est pour ça que nous, on a voulu le professionnaliser. On s'est dit, cette idée, il faut la professionnaliser. En résumé, soit on choisit voisins vigilants, soit on choisit les forces de l'ordre. Vous avez opté pour les forces de l'ordre. Exactement, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission, donc sur comment contribuer à plus de sérénité et de sécurité pour l'ensemble des collaborateurs et des clients. Merci à vous tous. Merci à vous de nous avoir suivis sur cette émission, et à très bientôt pour une nouvelle émission sur Agnew Sécurité.